Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la présentation sur l'initiative Ralentir, puis les différents outils qu'on a développés plus particulièrement pour le milieu du travail. Donc, déjà, avant de rentrer là, un peu plus dans le vif du sujet, je vais commencer par définir c'est quoi ralentir, qu'est-ce qu'on entend par ça pour qu'on soit vraiment tous sur la même longueur d'onde pour la suite. Donc, ralentir, c'est adopter un rythme de vie équilibré en adéquation avec nos besoins et nos valeurs, comme par exemple la santé, l'environnement et le bien commun, et ce, autant au niveau individuel que collectif. Puis maintenant, en fait, pourquoi est-ce que c'est important de ralentir? Donc, pourquoi est-ce qu'il faudrait là, adopter un rythme de vie un peu plus équilibré? Puis qu'est-ce qui fait en sorte aussi que c'est difficile d'adopter ce rythme de vie? Donc, déjà en partant, l'une des choses qui influence le plus la capacité de ralentir collectivement, c'est que notre société, elle valorise une productivité qui est à la fois croissante et constante, ainsi qu'une performance qui est continuellement élevée. Donc, cette norme, elle pousse la population à donner son maximum dans toutes ses activités, et ce, souvent au détriment de sa santé. Cette pression-là, elle touche vraiment l'ensemble de la population, mais évidemment, certains sous-groupes vont en ressentir les efforts, en fait, les effets là, beaucoup plus fortement, comme par exemple les travailleurs, mais également les parents ou même les étudiants qui vont cumuler plusieurs rôles et plusieurs responsabilités. Puis le rythme effréné de notre société, il façonne autant nos habitudes que nos choix et même nos comportements. Donc, face à des agendas qui sont de plus en plus chargés, certaines personnes vont décider de renoncer à des activités, tandis que d'autres vont plutôt décider ou vont même se sentir obligés d'accélérer la cadence, de réduire leur temps personnel, de condenser leurs activités ou même de faire plusieurs choses en même temps. Dans un sondage léger qu'on a mené en 2023, on a constaté qu'il y avait un désir collectif de ralentir avec quand même 4 personnes sur 5 qui affirment que notre société devrait valoriser un rythme de vie plus lent. Par contre, on a également constaté que c'était seulement le tiers qui trouve que c'est quelque chose qui est socialement acceptable. Donc, on voit ici qu'il y a une certaine discordance, puis ça démontre que c'est un enjeu sur lequel ça vaut la peine de s'attarder et prendre action. Selon le même sondage léger qu'on a mené en 2023, on est parvenu à identifier 3 principaux obstacles au ralentissement chez les personnes qui considèrent avoir un rythme de vie surchargé. Donc, d'abord, on retrouve les responsabilités financières. Donc, la pression économique va souvent pousser à travailler davantage. Puis, avec le contexte économique actuel, on peut quand même facilement poser l'hypothèse que cette pression-là va devenir de plus en plus importante. Donc, les gens vont ressentir encore plus là, cette pression à travailler pour compenser là, les effets que ce contexte-là va avoir. Il y a également les responsabilités familiales. Donc, par exemple, de prendre soin des enfants ou même des parents vieillissants ou d'un proche lorsqu'on est proche aidant. C'est quelque chose qui va exiger un investissement assez considérable autant en temps qu'en énergie. Puis finalement, les exigences professionnelles, donc avec la culture de performance et de productivité que je viens d'expliquer, mais aussi avec les attentes élevées qu'on a parfois en milieu de travail et aussi la disponibilité quasi constante que certains employés vont ressentir, donc vont se sentir obligés là,
de toujours être disponible pour travailler ou répondre à un courriel, par exemple. Ces facteurs, ils sont particulièrement révélateurs puisque ça illustre parfaitement l'interaction autant entre les dimensions individuelles et structurelles du problème. Cette course contre la montre qu'on mène continuellement va entraîner deux types d'effets majeurs sur notre santé. Donc, d'un côté, on constate une augmentation de comportements qui vont être assez préoccupants. Donc, des gens partant là, des excès de vitesse sur la route ou une hausse de comportement à risque, donc de brûler un stop, par exemple. Également, une consommation accrue de substances stimulantes. Donc, ça peut aller d'une boisson énergisante, mais aussi à un médicament là, non prescrit qui va nous permettre de performer plus. Également, un niveau de stress et d'anxiété qui va être plus élevé, des achats impulsifs qui vont être plus fréquents et du temps passé devant les écrans qui va être encore plus là, important. De l'autre côté, on constate une diminution d'habitudes essentielles pour notre santé, donc une baisse de l'activité physique, également une diminution de la qualité nutritive de l'alimentation. On peut aussi constater là, une coupure dans les heures de sommeil, puis également une coupure dans le temps qui va être dédié aux loisirs, mais aussi au temps qu'on va passer avec nos proches. Donc, cette double dynamique crée un cercle vicieux qui va mettre progressivement en péril la santé physique et mentale, mais également la santé collective. Puis un autre sondage léger qu'on a mené en 2024, cette fois-ci vraiment auprès des personnes en emploi au Québec, a révélé des chiffres quand même assez alarmants pour ce qui est de ce groupe de personnes-là. Donc, il y a 80 des travailleurs qui continuent de penser au travail après leur journée. Donc, on voit ici que la coupure entre vie professionnelle et vie personnelle, elle est difficile à faire. Il y a également plus d'un tiers qui disent risquer de se rendre à l'épuisement professionnel s'ils maintiennent le même rythme. Cette statistique est quand même assez alarmante, là, vu qu'une personne sur trois, c'est quand même beaucoup. Donc, si on se met en contexte, par exemple, dans une organisation de 30 personnes, c'est 10 personnes sur ce groupe-là qui risqueraient de se rendre à un épuisement. Donc, ça représente un très gros coût, autant pour la santé de cette personne-là, mais aussi pour le bien-être de l'entreprise, puisqu'on sait, là, un épuisement, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent à une entreprise, puis ça va avoir des très gros impacts sur la santé de la personne qui l'a vécu. Puis également, on parle d'environ la moitié qui vont ressentir de la fatigue, du stress et du découragement dès le début de leur journée de travail. Aussi, environ la moitié qui vont faire régulièrement des heures supplémentaires et qui disent être peu ou pas du tout en mesure de prendre du temps pour eux. Un paradoxe assez frappant qui est ressorti de ce sondage-là, c'est que malgré cette réalité qui est assez difficile pour les personnes à l'emploi, on parle quand même de 58 qui affirment que ralentir serait perçu négativement dans leur milieu de travail. C'est vraiment là que tout le problème repose. Donc, en fait, même lorsque les personnes reconnaissent leur besoin de ralentir, donc reconnaissent qu'il y a un problème sur lequel ils doivent faire des changements, la culture organisationnelle les en empêche. Puis, par exemple, ça peut les empêcher là, simplement en les stigmatisant, en stigmatisant les personnes qui oseraient faire ce changement-là. Puis ensuite, empêcher d'autres personnes de le faire parce qu'elles ne veulent pas se sentir jugées. Elles veulent garder le rester positif dans le regard des autres, vu qu'on se définit quand même beaucoup là, par rapport à notre performance. Puis cette situation va vraiment montrer l'urgence de transformer non seulement nos comportements individuels,
mais aussi la culture organisationnelle qui va valoriser la surcharge de travail au détriment du bien-être. Puis maintenant, comment qu'on peut faire ça, en fait, ralentir? Donc, qu'est-ce qui est nécessaire, là? Comment qu'on peut y parvenir? Donc, avec l'initiative Ralentir, nous, on a le désir de dépasser les simples conseils individuels pour vraiment aller nous attaquer aux racines du problème. Donc, oui, les changements que les personnes font dans leur propre vie sont importants, mais les structures doivent également évoluer pour parvenir à un changement qui va être efficace et durable. Le message clé à retenir, c'est vraiment que pour que la population puisse adopter un rythme de vie équilibré, leur environnement physique et social doivent leur en donner la capacité. Donc, la responsabilité, elle est partagée autant entre les individus que les organisations et la société. Puis les milieux de vie vont donc jouer un rôle qui va vraiment être primordial dans la capacité à adopter un rythme de vie plus sain et surtout les milieux de travail, puisque le travail, c'est souvent le nœud du problème lorsqu'on parle de rythme de vie effréné, puisque cette problématique-là touche principalement les travailleurs, puisque c'est eux, en fait, là, qui vont souvent cumuler plusieurs rôles et responsabilités. Puis on peut déjà penser rapidement à certains sous-groupes pour lesquels les changements structurels permettraient d'obtenir des résultats beaucoup plus significatifs. Donc, par exemple, des parents de jeunes enfants qui jonglent entre leur responsabilité parentale, leur responsabilité professionnelle, mais qui ont aussi le désir de prendre du temps pour eux-mêmes, donc de faire des activités qui leur font plaisir. Puis aussi, il y a les travailleurs qui sont constamment sollicités hors des heures de travail, donc qui ont trop de choses à accomplir dans leur journée, ce qui les force à travailler le soir ou la fin de semaine, ou qui ont une certaine obligation à répondre à leur courriel le soir puis être constamment disponibles. Donc, ce sont deux situations où est-ce que ces personnes-là, oui, elles peuvent faire des changements elles-mêmes dans leur vie, mais si leur employeur ne suit pas le pas et ne leur permettent pas de vraiment faire tous les changements qu'elles veulent, ces personnes-là vont éventuellement frapper un plateau, ce qui va faire en sorte qu'ils vont atteindre une limite là, très rapidement. Donc, c'est important que tout le monde fasse des changements pour vraiment aller changer la culture et permettre d'atteindre quelque chose qui va être efficace, qui va être durable et qui va vraiment avoir des retombées autant sur la personne, mais aussi sur l'entreprise. Puis sinon, plus concrètement, il y a certaines initiatives ou mesures qui est possible de mettre en place dans les milieux de travail. Mais qu'est-ce qui est important à se rappeler, peu importe la mesure qu'on met en place, c'est que pour être efficace, tous les changements doivent vraiment venir des structures en elles-mêmes. Donc, déjà, c'est possible de proposer des horaires et un lieu de travail qui va être flexible et qui va permettre aux employés d'adapter leur travail à leur vie personnelle plutôt que l'inverse. Donc, ça peut être, par exemple, par offrir du télétravail ou même d'offrir des horaires qui vont être variables. Ça peut aussi être d'offrir une banque de congés ou de jours de vacances qui va être adaptée aux véritables besoins des employés, ce qui va permettre aussi de reconnaître l'importance de la récupération pour maintenir non seulement le bien-être, mais aussi la productivité. Il y a aussi la possibilité d'offrir un temps de pause suffisant pendant la journée de travail et puis de reconnaître en fait que les pauses, ce n'est pas du temps perdu, mais c'est vraiment du temps qui est nécessaire et ça représente un investissement autant pour la concentration que pour l'efficacité à long terme et juste pour le reste de la journée en fait. On peut aussi s'assurer qu'on offre un climat de travail et de performance sain, donc avec des objectifs qui sont réalistes. Aussi de réduire la pression constante sur les employés,
et de créer un environnement qui valorise autant les processus que les résultats. On peut également créer un espace qui va être dédié à des pauses relaxantes dans l'environnement de travail. Et puis faire ça, ça envoie un message positif aux employés. Donc, que le fait de prendre du temps pour soi, c'est quelque chose qui est légitime dans l'organisation et qui est également encouragé. On peut aussi garantir l'autonomie des employés en leur permettant de gérer leur temps selon leur propre rythme, puis aussi selon leur réalité actuelle. Donc, faire ça, ça favorise l'engagement, puis ça peut également réduire le stress. Puis finalement, il y a la possibilité aussi de mettre en place un comité qui va être centré sur le bien-être, mais également sur le rythme de vie, ce qui va assurer que les mesures qui sont mises en place, elles restent vivantes, mais qu'elles continuent à évoluer avec le temps et avec les besoins des employés. Donc, ce sont toutes des mesures qui ont la capacité de transformer les milieux de travail pour encourager une performance qui va être saine et durable et où les employés vont pouvoir s'épanouir sans sacrifier leur santé. Donc, pour le reste de la présentation, je vais vous présenter plus concrètement l'initiative Ralentir, puis qu'est-ce qu'on fait à la SPQ avec ce projet-là. Donc, déjà, on vise deux grands objectifs. Donc, de changer la norme sociale qui entoure actuellement nos rythmes de vie en s'attardant aux enjeux de la vitesse et de la haute performance, puis également de faciliter et promouvoir la mise en place de milieux de vie qui facilitent l'adoption d'un rythme de vie équilibré en s'attardant principalement au milieu du travail. Donc, dans le cadre de Ralentir, on a développé une diversité de ressources pour sensibiliser, mais également pour inspirer et pour outiller. Puis, on a mis en place plusieurs collaborations pour parvenir à développer des ressources qui répondent réellement aux besoins. Donc, notamment un groupe de travail intersectoriel et un comité de travail. Puis, c'est d'ailleurs avec le groupe de travail qu'on est parvenu à définir la définition de Ralentir que j'ai présentée au tout début. Donc, avec les partenaires du groupe de travail, on est parvenu à co-construire le manifeste pour la création de milieux de vie favorables à un ralentissement collectif. Puis ce manifeste met vraiment en lumière l'importance du pouvoir collectif dans notre capacité à ralentir. Donc, c'est un document qui pose les assises nécessaires pour orienter le changement de paradigme sur nos rythmes de vie actuels, mais également sur la relation qu'on entretient avec la productivité et la performance. Donc, il propose des fondements et principes directeurs qui vont être essentiels pour bâtir des milieux de vie favorables à un ralentissement collectif. On peut donc dire que c'est en quelque sorte le document fondateur de Ralentir. On a également développé la trousse à outils Ralentir au travail, dans laquelle on propose 4 outils concrets pour autant pour des employeurs que des gestionnaires ou même des personnes là, qui travaillent en ressources humaines. En fait, n'importe qui là, qui a un certain pouvoir de faire ces changements-là et qui a le souhait de le faire. Donc, d'abord, on propose 10 étapes clés à suivre pour aller cerner le besoin et y répondre de manière efficace. Donc, dans cet outil, il suggère de prioriser une démarche qui va être participative entre employeurs et employés en mettant en place, là, par exemple, un comité. Puis on peut résumer ces 10 étapes en 3 grandes catégories. Donc, d'abord, de comprendre et identifier les besoins avec les étapes 1 à 4. Ensuite, d'appliquer une mesure avec les étapes 5 à 7. Et finalement, d'évaluer la mesure et ses retombées avec les étapes 8 et 9. Puis, à l'étape 10, en fait, on propose de répéter la démarche pour répondre à un nouveau besoin et comme ça, continuer à améliorer le milieu de travail continuellement, puis à créer un environnement vraiment plus sain
et positif pour les employés. Pour aider les milieux de travail à mettre en place des initiatives, on propose également un modèle de résolution qui invite les employeurs à s'engager formellement auprès de leurs employés. Donc, c'est un outil qui offre un résumé de l'enjeu en faisant des liens entre le rythme de vie, mais aussi ses effets sur la santé et l'importance des milieux de travail dans l'atteinte d'un équilibre de vie plus sain. Donc, on y propose différentes mesures pour cultiver un rythme de vie équilibré, dont certaines que j'ai parlé plus tôt, mais on en propose aussi là, beaucoup plus. C'est à la toute fin qu'on retrouve le modèle de résolution que l'employeur peut signer pour démontrer son engagement à reconnaître la responsabilité de l'entreprise ou de l'organisation envers le rythme de vie de ses employés, également à sonder les employés et à promouvoir un rythme de vie équilibré par des actions concrètes dans le milieu de travail. C'est un outil qui est assez intéressant pour conscientiser les employeurs à l'impact que peut avoir leur milieu sur la santé puis le bien-être de leurs employés. Puis une méthode efficace et vraiment essentielle pour identifier les besoins des employés, c'est de faire un sondage à l'interne. Donc, il faut toujours garder en tête que les employés, c'est vraiment les plus grands experts de leur réalité, puisque c'est eux qui la vivent directement. Donc, on ne peut pas partir avec la prémisse qu'on connaît déjà suffisamment bien leurs besoins et leurs difficultés. Au contraire, les réponses pourraient vraiment nous surprendre. Donc, avec ce modèle de sondage, on vise deux objectifs. Donc, d'abord, de déterminer si l'organisation permet aux employés d'adopter un rythme de vie équilibré et ensuite d'identifier les mesures qui pourraient aider les employés à adopter ce rythme de vie-là. Donc, le modèle de sondage peut être utilisé tel quel ou il peut aussi être adapté selon la réalité du milieu. L'important, c'est vraiment que l'employeur puisse aller sonder les employés en utilisant des questions qui vont être efficaces pour déceler autant les enjeux que les solutions possibles. Puis, finalement, on propose aussi une infographie qui regroupe toutes les statistiques intéressantes qui sont ressorties du sondage léger qu'on a mené en 2024 et dont j'ai présenté quelques résultats plus tôt. Donc, cette infographie, elle est intéressante puisque les données qui s'y trouvent sont des arguments supplémentaires pour vendre l'idée de ralentir au travail aux employeurs. Donc, c'est sûr que quand on arrive avec des vrais chiffres, des chiffres qui sont préoccupants en plus, l'ouverture à la discussion et au changement risque d'être beaucoup plus grande puisqu'on s'appuie sur des données probantes et non seulement sur des suppositions. Donc, cette infographie-là peut être utile pour justement développer son argumentaire quand on veut aller vendre là, notre idée de ralentir au travail. En parallèle, on développe aussi des études de cas sur différentes mesures. On a également un Vox Pop sur la thématique de ralentir. Et on propose aussi un répertoire de ressources lorsqu'on souhaite mettre en place une mesure spécifique. Donc, nous, on oriente vers des personnes qui se spécialisent dans les différentes mesures. Puis avec Ralentir, c'est un projet qui est en continu, en fait, en développement continu. Donc, on continue à développer constamment là, des nouveaux outils. Et tout ce que je viens de présenter se retrouve sur notre site web, donc ralentir.ca. Alors, vraiment, tous les outils, toute l'information, toute la problématique est vraiment sur le site. Donc, simplement vous rendre dans la section Milieu du travail ou nos outils et tout est facilement accessible. Donc, pour conclure, je vous laisse sur le slogan de Ralentir qui est Ensemble, changeons le rythme. Donc, c'est vraiment en faisant tout le monde des changements, autant dans notre propre vie que dans nos organisations, que dans la société, qu'on va parvenir à vraiment faire un changement qui va être efficace et durable. Donc, je vous invite toutes à penser un peu là, à quel type de changement ça serait possible de faire dans vos organisations. Allez initier aussi ce changement-là, évidemment, en vous aidant des outils qu'on a développés.
pour venir vous soutenir et rendre ça un peu plus efficace. Donc, je laisse ici mes informations de contact si jamais les personnes veulent me contacter pour parler là, de plus en détail de ralentir, de qu'est-ce qui est possible de faire et tout ça. Donc, je ne me suis pas présentée au début, j'ai commencé assez rapidement. Moi, c'est Amélie, je suis la chargée de l'initiative Ralentir à la SPQ. Donc, c'est ce qui conclut la présentation. Il nous reste encore quelques petites minutes si jamais des personnes ont des questions, des commentaires. La parole est à vous. Vous pouvez simplement les écrire dans le chat. J'ai deux questions. Comment que le mouvement ou l'action de ralentir s'insère dans d'autres mouvements qui sont dans la même veine? Là, je pense au slow movement là, qui a commencé en Europe il y a plusieurs années, qui parle de l'alimentation, d'autres sphères de la vie pour vraiment ralentir au niveau culturel notre façon de vivre. Puis, deuxième question est comment qu'on peut, parce que je vois beaucoup de jeunes qui sont pris par ce courant-là de culture de performance. Ils dorment moins, ils sont beaucoup sur les écrans, les études, puis d'autres choses, puis l'impact sur leur santé mentale également. Donc, comment que Ralentir peut outiller ou rejoindre les jeunes avec ces outils-là pour que quand eux autres, ils sont en mode études ou en mode travail, dès un très jeune âge, peuvent intégrer ces outils-là dans leur quotidien. Donc, voilà mes deux questions. Merci. Pour la première question, déjà, nous, avec Ralentir, on a également un volet municipal qu'on développe. Puis avec ce volet-là, on s'insère dans tout ce qui est le mouvement Site à Slow, donc les villes lentes qui mettent vraiment au centre le bien-être. Donc, ils ont différents domaines, puis avec ces domaines-là, il y en a qui parlent de l'alimentation, transport actif, transport durable, les espaces verts et tout ça. Donc, ça, c'est un volet qu'on a. Puis sinon, c'est sûr qu'à ralentir, en fait, ça a des bienfaits sur plusieurs choses, dont l'alimentation, l'activité physique. Donc, de façon naturelle, ça vient aussi s'insérer dans tout ce qui est slow food et tout ça. Mais nous, notre projet, il ne s'insère pas directement dans ça. C'est plus qu'il va avoir des bénéfices sur ces thématiques-là. Ensuite, pour la deuxième question, c'est sûr, les jeunes, les étudiants, les jeunes travailleurs aussi, là, les nouveaux qui rentrent sur le marché de l'emploi, c'est une population qui est assez particulière. C'est aussi une population qui est à risque d'avoir un rythme de vie effréné. Euh, puis, c'est sûr qu'ils ont une situation particulière, mais le désir est très présent chez eux. Donc, ils veulent ralentir, ils veulent avoir du temps pour eux. Ils veulent pas que le travail ou les études soient le centre de leur vie. Par contre, ils sont un peu pris dans l'engrenage actuel, que tout va vite, qu'ils doivent performer, qu'ils doivent se démarquer dans leurs études, surtout s'ils veulent accéder, par exemple, à un programme contingenté au cycle supérieur, aussi pour performer dans leur carrière, continuer à avancer. Donc, c'est une population, en fait, qui démontre très bien le fait qu'il y a vraiment des changements structurels qui doivent être faits dans les écoles, dans les milieux de travail, dans la société, pour vraiment permettre à ces personnes-là de faire des changements puis avoir un rythme de vie équilibré. Parce que c'est ça, comme je mentionnais, même si eux, ils font des changements tout seuls, ils vont atteindre là, une limite quand même assez rapidement. Donc, je crois que c'est ce qui conclut notre webinaire pour aujourd'hui. Donc, merci à tout le monde d'avoir été avec nous. On a également enregistré la présentation, là, comme vous avez vu. Donc, si jamais vous voulez aller la réécouter, ça va être disponible sur le YouTube de la SPQ. Puis sinon, je vous invite à aller visiter ralentir.ca où est-ce que vous allez tout trouver l'information pertinente. Donc, merci. Puis bonne journée à vous.